Bonjour à tous, partout. Tous les spécialistes, toutes disciplines confondues, considèrent le confinement comme une arme efficace, comme l'arme la plus efficace en fait, contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Cependant, ce confinement pose problème à pas mal de gens. Il y a d'abord les plus inciviques qui refusent de l'observer et qui se transforment ainsi en vecteurs de contagion. Il y a ensuite ceux qui le vivent mal. Il est rapporté dans la presse des problèmes de violence familiale, de violence conjugale, d'inquiétude, d'angoisse, de stress, et même dans certains cas, heureusement encore rares, de conduite suicidaire. Alors comment le vivre, comment l'organiser, et en quoi je considère personnellement que ce confinement peut nous être très utile au niveau de notre auto-évaluation d'une manière générale. Au lieu de le considérer comme une épreuve, comme une difficulté, nous pouvons le considérer comme une occasion rare, précieuse, d'évaluer notre sens de l'organisation, notre compétence à organiser notre vie. Mieux encore, on peut utiliser cet espace-temps de confinement pour observer, évaluer le sens de l'organisation de nos enfants et d'y apporter les correctifs, d'y apporter les additifs éducatifs nécessaires, parce que le sens de l'organisation, la compétence, devrais-je dire, à l'organisation, est quelque chose de fondamental dans la vie d'une manière générale et dans la vie moderne d'une manière particulière et encore plus spécialement en milieu urbain. Au niveau de la consultation, quelquefois les parents viennent poser le problème du déficit de rendement scolaire de leurs enfants. Dans la plupart des cas, je m'aperçois que le problème central de ces élèves en déficit de rendement scolaire, c'est leur déficit, leur incompétence, leur faiblesse à organiser leur jeune vie. Et spécialement dans le domaine que j'appellerais la scolarité extrascolaire, la scolarité domestique, la scolarité à la maison. Ce que l'école nous apprend, avant tout, ce ne sont pas uniquement des savoirs, loin de là. Il faudrait plusieurs dizaines de vies pour espérer assouvir nos besoins en savoir pour ceux qui considèrent cela comme étant une priorité de vie. Ce que l'école nous apprend en premier lieu, c'est le sens, l'esprit, la culture de l'organisation du travail scolaire. Le travail scolaire est soumis à une institution qui a son règlement, qui a sa discipline, qui a ses horaires, qui a un code de fonctionnement auquel est confronté l'élève, qui vient d'un milieu familial beaucoup plus permissif et qui se trouve confronté du jour au lendemain à un fonctionnement codifié. Pour donner des chiffres et illustrer mon propos, en Algérie, nous avons, bon an, mal an, bonne décennie, mal décennie, quelque chose comme 9 à 10 millions d'élèves distribués sur les 3 paliers de l'éducation nationale, le primaire, le moyen et le secondaire. L'Université nationale accueille 1,7 million d'étudiants. Cela veut dire en termes chiffrés que sur les 10 millions, pour faire simple,
qui commencent le cursus scolaire, il y a au minimum 8 millions qui n'arrivent pas à l'université. Est-ce que cela veut dire que ces 8 millions ont des tares intellectuelles? Très certainement, non, jamais. Les intelligences que compte une nation ne figurent pas uniquement au niveau des catégories universitaires. Il y a des génies au niveau de l'art, au niveau du sens des affaires, au niveau de la politique. Pour cela, il faut attendre un petit peu chez nous. Et donc, l'intelligence ne peut en aucun cas, tous les psychologues sensés vous le diront, l'intelligence scolaire est une infime partie de l'intelligence au niveau global. Mais acquérir ce sens de l'organisation, c'est se mettre dans la position la plus favorable pour performer au niveau scolaire. Et je pense même que acquérir solidement ce sens de l'organisation est une arme redoutable pour affronter toutes les dimensions de la vie personnelle et sociale. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est amener la famille et l'élève à adopter un comportement plus en résonance avec les besoins de la scolarité, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas, au sortir de l'école, baisser le rideau sur le fonctionnement scolaire et ne le retrouver que le lendemain, dans certains cas contraints. Si l'enfant est habité par cette culture, par cette organisation de la vie scolaire, et s'il crée une espèce de petite école dans sa tête, c'est gagné. Le bac est en poche. Cela me rappelle un proverbe vietnamien qui dit globalement, si tu veux nourrir ta famille pendant une année, plante une rizière. Si tu veux nourrir les tiens pendant 10 ans, plante un verger. Et si tu veux que ta famille n'ait jamais faim, construis une école. Évidemment, ce n'est pas une école en termes de génie civil, c'est une école dans la tête. Et donc, si les enfants arrivent, par exemple, à commencer à travailler 2 heures par jour après la scolarité, avec un peu d'effort et en fonction des possibilités et des capacités, on peut aller jusqu'à 3 heures. Mais si on se suffisait uniquement de 2 heures de travail post-scolaire, de travail scolaire domestique, ça nous ferait quelque chose comme 14 heures de travail supplémentaire par semaine. Ça nous ferait, si mes calculs sont bons, 14 et 14, ça fait 28, ça fait 56 heures de travail supplémentaire, responsable, impliqué, à la maison. Et donc, ça fait, pour faire simple, au bout de 10 mois, dans les 560 heures supplémentaires que l'élève aura effectué en plus de l'effort qu'il fait à l'école, et cela le met en position de performer plus que ceux de ses camarades qui ne le font pas. Ça, c'est avec un capital de 2 heures, mais je pense qu'on peut faire un peu plus. Après, quand il est au niveau du moyen, et le moyen est caractérisé par un important effort de mémorisation qui est demandé aux élèves, c'est un peu comme si on augmentait les capacités mnésiques d'un ordinateur en lui installant des barres de mémoire. Donc, au niveau du moyen, l'un des objectifs principaux, des objectifs pédagogiques principaux de l'école, c'est d'augmenter pas les capacités d'ingurgitation, les techniques de mémorisation. On n'apprend pas un texte, on ne le mémorise pas tel quel, in extenso. On le travaille pour le mémoriser.
apprendre aussi les techniques de stockage de ces connaissances et apprendre les techniques d'utilisation de ces savoirs stockés, de ces connaissances stockées le jour des examens. Quand l'élève passe à l'échelon secondaire, il aura mûri, il sera devenu adolescent, son corps, son organisme, son cerveau sont désormais matures. Sur le plan de la maturité psychologique et sociale, il a évolué, bien que avec des caractéristiques de crise connues à cette étape de l'adolescence. Et là, l'institution scolaire, le lycée, va interpeller à la fois son sens de l'organisation du travail scolaire, son sens de la mémorisation et ses capacités d'organiser et d'utiliser ses connaissances à bon escient, et bien entendu sa capacité intellectuelle, cette capacité hypothético-déductive qui est caractéristique de l'intelligence mûre. On dit qu'après 16 ans, on ne devient pas plus intelligent. On a plus de savoir, on accumule plus de savoir, mais les capacités cérébrales, intellectuelles sont arrivées à leur pic de développement et ne se développeront pas beaucoup plus par la suite. Et donc, parmi les paramètres que j'utilise, c'est à peu près 500 heures de travail sur l'année scolaire pour les élèves du primaire, un minimum de 1000 heures de travail pour les élèves du moyen et un minimum de 1500 heures pour bien préparer le bac. Évidemment, si on va à l'université avec ces compétences, ce savoir, ces savoirs et cette compétence à l'organisation de ces connaissances, du travail, de leur utilisation, etc., au niveau de l'université, c'est un minimum de 2000 heures de travail supplémentaire, sinon plus pour certaines disciplines caractérisées par leur spécificité à accumuler et mémoriser du savoir. Vous voyez donc que cette éducation à l'organisation est vraiment quelque chose de fondamental. Et cette porte ouverte sur l'observation, sur l'évaluation de la capacité d'organisation de nos enfants est quelque chose de vraiment très bénéfique que nous offre le confinement, qui nous donne une espèce de repli professionnel et qui nous donne plus de capacité à nous investir dans cette évaluation et dans cette éducation à l'organisation. Je voudrais dire que, bien sûr, le jeu est un des droits consacrés et déclarés par les droits de l'enfant. Mais un jeu organisé est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus formateur qu'un jeu spontané. Jouer, apprendre à l'enfant à jouer, à pratiquer un sport très organisé, à jouer dans le domaine des jeux sociaux, etc., qui comporte des règles strictes, lui permet non seulement de se défouler, mais d'apprendre et de conforter que tout, y compris le jeu, toutes nos activités, tous nos comportements doivent être sujets à organisation. Je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui sont intéressés par les troubles du comportement, que dans beaucoup de cas, notamment les modèles dépressifs, etc., dans tous ces modèles-là, on retrouve un déficit ou une faiblesse ou des difficultés à élaborer un projet de vie actif, responsable, et qui répondent au double besoin de la satisfaction personnelle et du respect de l'ordre dans lequel nous existons, dans lequel nous vivons, de notre milieu de vie en toute simplicité. Même au niveau de la prise en charge psychologique des cas de psychotiques. Le principal inconvénient ou le principal effet secondaire nocif, négatif, des traitements psychiatriques lourds, c'est la rétractation sociale.
c'est le fait de ne plus avoir comme projet de vie que l'observance des médicaments. C'est le fait de ne plus avoir, de ne plus ressentir ce besoin, de ne plus avoir un projet relationnel, sentimental, de ne plus avoir de projet professionnel, de ne plus tellement sortir à l'extérieur, de se confiner dans la vie familiale d'une manière passive. On dirait que dans ces cas-là, le seul projet existentiel, le seul projet de vie du malade, c'est l'observance de la prescription et les étapes d'évaluation de la progression de sa maladie. Et l'aspect le plus intéressant pour nous, psychologues, dans ce cas de figure, c'est de réimplanter dans la vie de ce type de patient un projet de vie progressif de plus en plus ample. Ça commence par meubler ce vide effrayant que ressentent les malades. Ensuite, ça consiste à trouver des points d'attraction en dehors du milieu familial, faire du sport régulièrement, aller à la mosquée, rencontrer des gens, se réintéresser à un travail futile, très simple au départ, et redonner de la vitalité, extraire le malade de ce projet de vie subi, figé, improductif, incolore et inodore en quelque sorte, et lui redonner cet appétit de vie qui est en fait le médicament le plus spectaculaire dans tout trouble du comportement. Beaucoup d'entre nous ont des petits déficits, des petits troubles, mais le fait d'avoir une vie structurée, d'avoir une vie intéressante, masque ces petits problèmes, sachant de toutes les manières que la santé mentale autant que la santé physique parfaite, ça n'existe pas. Nous avons tous nos petits soucis. Le problème, c'est quand ces soucis impactent la qualité de notre vie. Donc, vous voyez que le sens de l'organisation, l'éducation à l'organisation, c'est quelque chose de vraiment très important. Organiser son sommeil, organiser son alimentation, organiser ses études, organiser son métier, organiser ses ressources. Certains d'entre nous ont beaucoup plus de ressources que tout le monde, mais ne savent pas les organiser et ces ressources deviennent un élément négatif de leur vie. Organiser ses loisirs, organiser ses relations, très important. Donc, je voulais vous dire à travers cette vidéo d'aujourd'hui que le confinement peut être mis à contribution pour vérifier tout cela, pour faire un bilan évaluatif de tout cela et pour y apporter les correctifs nécessaires. C'est une chance, croyez-moi, d'être confiné et d'avoir cette capacité et cette opportunité d'observer nos enfants, de nous observer nous-mêmes et d'y apporter les correctifs nécessaires. Un travail organisé d'1 heure rapporte plus qu'un travail désorganisé de 3 heures. Ça, c'est absolument certain. Être capable de toujours avoir du recul pour évaluer son sens de l'organisation. C'est une faculté très importante qui nous permet d'acquérir cette plasticité, cette capacité d'adaptation, en fait cette adaptabilité, cette compétence à s'adapter à la plupart des situations que nous sommes obligés de vivre malgré nous. Et ce confinement, je me répète, cette période de confinement est une occasion vraiment rêvée
de faire ce travail sur soi-même et de le faire sur les enfants pour les pousser, pour leur apprendre, pour leur donner l'opportunité de développer cette faculté très importante dans la vie, d'organiser un projet de vie qui se tienne, d'organiser ses aptitudes, d'organiser ses ressources, etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite tous un confinement actif et auto-évaluatif et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.